Comment donner de la puissance à la proximité? Alors le publicitaire, il vous dit « Oula, c'est pas mon job, moi, de faire un spot à la télé. » Bon, et donc il y a aujourd'hui un nouvel enjeu, voilà, c'est celui-là, pour beaucoup d'entreprises. C'est comment donner de la puissance nationale à la proximité locale. J'en ai eu marre, justement, de tous ces prophètes de malheur, de tous ces experts qui vous promettent toujours le pire, de cette sinistrose. Et on n'a pas bien compris, et pourtant, Perfit l'avait dit dans son bouquin sur la société de confiance il y a déjà maintenant 20 ans, la prospérité, la croissance, le développement, que ce soit personnel ou collectif, ne dépendent plus seulement de questions de climat, de ressources, de matières premières. Et mon pari, c'est de contribuer à faire que, si nous arrivions à transformer la somme de nos confiances individuelles en une grande force collective, sortir de ce pessimisme ambiant, alors comme souvent d'ailleurs dans l'histoire de la France, il n'y a pas grand-chose qui nous arrêterait. Ça fait longtemps que je réfléchis à ça, et j'ai débouché sur cette énigme française. On est plutôt heureux, 80 à 90% des Français se déclarent heureux dans leur vie personnelle. On a plutôt confiance en nous, sur le plan personnel, et on est pourtant l'un des peuples, si ce n'est le peuple le plus pessimiste du monde. Vous savez, le côté toujours râleur des Français, jamais content, qui est un peu notre image d'ailleurs dans le monde entier. Alors qu'on nous a appris tout petit, et les psychanalystes le disent aussi, qu'en général, quand on se fait confiance, on fait plutôt confiance aux autres. Et donc j'ai voulu essayer de comprendre et d'approfondir cette énigme française. Le système médiatique, enfin, tout le monde le sait, il est le spécialiste des mauvaises nouvelles, des trains qui n'arrivent pas à l'heure, des verres à moitié vides. Résister à un journal télévisé, c'est un truc terrible, il faut avoir un équilibre personnel considérable. J'ai d'ailleurs toujours pensé que ça avait un lien avec le fait que la France était le premier pays consommateur de tranquillisants au monde. Cette espèce de secousse permanente, enfin toute l'horreur du monde qui vient à vous, et au fond assez peu de nouvelles positives. Le meilleur exemple que je cite dans le Manifeste pour l'optimisme, c'est qu'il s'est passé un truc extraordinaire l'année dernière en France, en hiver. Figurez-vous qu'il a neigé. Vous avez vécu ça pendant 3 semaines, un thriller. Les froids, les gens bloqués dans la neige, dans les aéroports. Les Allemands et les Belges, ils ont réglé le problème. Ils ont fermé les autoroutes et les aéroports. Ils n'ont pas eu des sujets anxiogènes dans les journaux télévisés, eux, hein. Les Français sont probablement pas les seuls dans une drôle de situation. Ils sont plutôt bien informés, parfois même surinformés, et ils sont dans une situation de sous-communication. C'est-à-dire jamais ils n'ont eu autant le besoin d'être exprimés, de s'exprimer, d'être entendus, d'être considérés en quelque sorte, d'échanger. Et donc de ce point de vue-là, l'apport sociologique des réseaux sociaux, du net, etc., est absolument considérable. Et il y a, vous avez raison de le dire, cette idée que c'est assez souvent optimiste, qu'au fond, on a plutôt envie, comme on se met en scène, comme on communique, comme le font les publicitaires ou les communicantes, de dire plutôt des choses qui vont bien. Même si on explique qu'il peut y avoir des difficultés ou des incertitudes. Et ça, c'est un apport. La culture du réalisme monte en France. Et je pense que, quand je disais tout à l'heure qu'on sublime la confiance dans la sphère de proximité et qu'on la déprime dans la sphère collective, je pense néanmoins qu'il y a un moment où cette culture du réalisme monte encore, où les Français rationalisent leurs analyses et sortent un peu de ce monde virtuel de mécontentement, de frustration, d'indignation pour tout et pour rien. C'est au moment d'une élection présidentielle. Et je pense qu'on a sous-estimé leur propre volonté en 2007. Ils n'ont pas seulement voté pour quelqu'un qui avait l'énergie. Ils se sont remis en cause eux-mêmes, ils se sont regardés. Et ils se sont dit, allez, il faut qu'on se bouge, quoi. Avec tout ce qui se passe autour de nous, c'est sûr que, allez, on est très protégés ici. On adore l'État protecteur en France. C'est une particularité française qui vient de notre histoire. On est plutôt pour une autonomie de protection.
Et alors que dans la plupart des pays du monde, c'est une autonomie de compétition. Ici, c'est une autonomie de protection, c'est-à-dire que je suis volontiers libéral pour ce qui me profite. Je veux conduire ma vie seul, comme un grand, et socialiste pour ce qui me protège. Je veux bien toutes les aides, les assistances, les primes, enfin bon, toutes sortes de moyens dont les Français, au fond, commencent à se rendre compte que c'est vrai que c'est bien. C'est vrai que ça nous a aidés à traverser la crise beaucoup mieux que la plupart de nos voisins, mais qu'en même temps, on aura de plus en plus de difficultés pour le financer. Et donc je pense que cette campagne sera une campagne avec du sens, avec de vrais échanges, avec de vrais débats, plus encore qu'en 2007.